Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne, bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 12 octobre 2018, la campagne de financement 2018 de Centraide se déroule maintenant. Nous rencontrons deux organismes directement touchés par les fonds amassés par Centraide, les Grands Amis de la Vallée et la Maison des familles de la Matapédia, qui nous rappellent leurs services. Également, la Corporation de développement communautaire démystifie l'action communautaire autonome et vous invite à participer aux actions du mois d'octobre. Le Centre chrétien d'Amqui réitère Opération Enfant Noël pour une 5e année dans la Matapédia. La Société d'exploitation des ressources de la Vallée forme des étudiants pour pallier au manque de main-d'œuvre. Et finalement, la MRC de la Matapédia vous invite à découvrir les réalités des cultures étrangères avec une projection de films gratuite au Cinéma Figaro. Centraide vient tout juste de lancer sa campagne 2018 et nous rencontrons la directrice générale de Centraide Bas-Saint-Laurent, Ève Lavoie, ainsi que la répondante matapédienne Lise Bergeron pour nous en parler. Aujourd'hui, on présente un peu le lancement de la campagne Centraide 2018 qui s'est fait la semaine dernière à Rivière-du-Loup. Oui, on a lancé notre campagne, on a présenté notre équipe d'ambassadeurs régionaux, composée de plusieurs personnes, dont une des leaders régionales, coprésidente régionale, la préfète de la Matapédia, Mme Chantal Lavoie. Donc, il va travailler avec sa collègue Guylaine Sirois, de la préfète de Témiscouata, à l'ensemble de la campagne régionale au Bas-Saint-Laurent. Mais ici, dans la vallée de la Matapédia, il y a aussi une ambassadrice, une très bonne personne qui travaille avec nous depuis 2 ans. Et Lise Bergeron. Alors, moi, je suis coordonnatrice de la campagne Centraide pour la Matapédia. Donc, c'est moi qui fais le tour, qui travaille avec les organismes communautaires, parce que les organismes communautaires, eux aussi, ont à travailler pour le succès de la campagne dans la Matapédia. Alors, je vais avec des bénévoles un peu partout, dans les entreprises. On fait des campagnes en milieu de travail. C'est vraiment intéressant. Puis les gens, de plus en plus, comprennent le bien fondé de Centraide, hein, qui, finalement, redonne dans la Matapédia à 6 organismes communautaires que sans eux, il y a beaucoup de gens qui auraient de la difficulté ou encore plus de difficultés dans la vie. Donc, c'est bien. Puis c'est bien de voir que ces gens-là qui ont recours à ces services-là, souvent se sortent d'une mauvaise passe et tout ça. Alors, nous, c'est pour ça que cette année, le thème, soutenons notre équipe locale. Notre équipe locale, en fait, ce sont tous les bénévoles, tous les organismes communautaires et tout le monde là, qui sont donateurs, en fait, tout le monde qui nous écoute. Alors, ils font partie de notre équipe locale pour aider justement les gens de notre communauté. Alors, surprenez-vous pas cette année de nous voir encore la binette dans vos entreprises. Et puis, puis on va y aller avec plaisir. On veut faire des campagnes en milieu de travail. Et puis, je sais que d'habitude, les gens sont très, très accueillants, très généreux. Puis, ils commencent à comprendre beaucoup le pourquoi de la cause. Alors, je vais être là. Puis, je vous remercie d'être là avec nous autres. Est-ce que vous pouvez les nommer, les 6 organismes qui sont soutenus par Centraide sur notre territoire? Oui, c'est ça. On a les Grands Amis, on a Rayon Partage ici à Amqui sur la rue des Biens. On a le Centre d'action bénévole. Il y a la Maison des familles. Il y a Moisson. Moisson Vallée, qui est un important organisme de votre communauté. Et il y a aussi, à cause abscale, le centre Éclosion, qui fait partie des organismes qu'on soutient. Donc, 6 organismes qui bénéficient quand même d'un montant autour, ça varie d'année en année, autour de 120 000 $ et plus par année, qui sont redistribués dans la vallée de la Matapédia grâce à Centraide. Et précisons que Lise est appuyée par une leader de sa communauté. Il y a Chantal Lavoie qui est là, mais il y a aussi la pharmacienne Caroline Damour, qui est l'ambassadrice vraiment dédiée à la Matapédia, qui va faire le tour des entreprises, qui va parler avec des gens de sa communauté pour inciter les gens à être généreux envers Centraide. Donc, Caroline travaille avec nous depuis 2 ans comme bénévole de campagne, fait un très bon travail. Donc, on la remercie vraiment. Comment ça se fait? Comment on peut donner, en fait, à Centraide? Il y a des campagnes en entreprise, mais concrètement, là, moi, je veux donner à Centraide. Comment je fais?
Bien, on a... ça, là-dessus, je pense que je vais laisser Ève répondre parce qu'ils peuvent le faire avec Click-Don, c'est ça? En ligne. On peut donner en ligne. En fait, c'est pas Click-Don, mais c'est un site en ligne, comme toutes les fondations ou organisations philanthropiques. On peut aller donner à centraide-bas-saint-laurent.org. Les gens reçoivent aussi, plusieurs personnes reçoivent un publipostage, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir dans leur boîte aux lettres une sollicitation. Ils peuvent redonner de cette façon-là. Les gens peuvent donner dans des différentes activités de Centraide. Ici, dans la vallée, vous avez la galette. Vous allez parfois aussi un pont. Il y a des emballages chez Maxi. Il y a vraiment une série d'activités régionales et locales où les gens peuvent être généreux. Et il y a, bien sûr, et c'est ce qu'on privilégie le plus, les campagnes en milieu de travail. Parce que c'est facile pour quelqu'un qui a accès à donner par son employeur de déduire un petit montant sur la paye qui va aller directement à Centraide et qui va être géré directement par l'entreprise. Et ensuite, l'ensemble des donations, ils sont compilés pour l'entreprise. Donc, ça fait une belle solidarité aussi au niveau de l'équipe de travail qui contribue à Centraide. Et moi, je pourrais ajouter, pour ceux et celles qui ne savent pas où s'adresser, qui veulent faire un don en personne, ils peuvent venir me voir parce que moi, ici, Moisson-Vallée me prête un petit bureau, ici, en haut de Moisson-Vallée. Alors, moi, je peux recevoir les dons à n'importe quand. Vous m'appelez, il y a un numéro 1-800. Malheureusement, je ne l'ai pas en tête en ce moment, mais il y a un numéro 800, puis c'est retransmis sur mon appareil téléphonique à moi, mon cellulaire, et je leur réponds, puis je peux leur dire, prendre rendez-vous avec eux, leur dire où ils peuvent passer ici, puis ils donnent l'enveloppe à quelqu'un, puis moi, je vais le prendre, mais on est rejoignable en tout temps quand même ici à Moisson-Vallée. Le bureau de Centraide est là. Puis ça va me faire plaisir d'accueillir des gens parce que à mon bureau, j'accueille pas souvent des gens. J'ai pas l'occasion souvent. C'est plutôt moi qui me déplace d'aller dans les entreprises, mais où ils peuvent m'appeler. Puis s'ils peuvent pas se déplacer, moi, je peux aller chez eux avec plaisir. Donc, on peut donner peu importe. Les moyens sont bons, puis tous les dons, il n'y a pas de petits dons. Alors, tous les dons sont acceptables, sont reconnus. On les prend avec un grand plaisir. Et ce que j'ai compris, c'est que tous les dons qu'on fait, matapédiens, ça revient dans la Matapédia. Oui. Ça, c'est très important de le nommer. Et même, je pourrais quasiment dire que on donne $1 à Centraide et il en revient $2 dans notre communauté. C'est pas mal ça qui est arrivé dans les dernières années. Okay. Alors, c'est sûr et certain que quelqu'un qui donne à Centraide dans la vallée, là, il est sûr que ça va servir à quelqu'un de sa communauté qui va avoir aidé. Parfait. Ça, c'est merveilleux. Oui. Avez-vous un objectif cette année? Quel est l'objectif matapédien peut-être, puis l'objectif bas-laurentien? Et on n'a pas d'objectif chiffré cette année, comme l'année passée. Donc, on ne veut plus parler de chiffres, en fait, d'objectifs, parce que en fait, on a besoin du plus de sous possible. Hein? L'an dernier, au niveau régional, on a amassé un peu plus $1 million. Wow. Au niveau de la Matapédia, si ma mémoire est bonne, 63 565. 63 000 et des poussières. C'est très, très bon pour la vallée. Oui. C'est une communauté qui est tissée serrée, puis on le voit dans la campagne Centraide. Comme Mme Bergeron le disait, c'est redonné au double parce que nous, on réinvestit environ 120 000. Et c'est la solidarité qui nous permet de faire ça. C'est qu'il y a des régions qui sont plus riches, des communautés qui sont plus riches redonnent plus et on répartit selon les besoins de notre région. Donc, l'aspect régional, l'aspect solidarité est très, très fort et très important. Ouais. Donc, nous, ce qu'on veut parler à Centraide, c'est plus justement de solidarité, de l'impact des organismes communautaires, de l'importance des organismes communautaires dans chacune des communautés du Bas-Saint-Laurent, plus que d'un chiffre. On veut dire aux gens, soyez généreux, ouvrez votre cœur. Donnez une tape dans le dos aux organismes communautaires et aux bénévoles de votre région qui prennent soin des gens les plus défavorisés, les plus vulnérables, des femmes, des enfants, des personnes âgées en difficulté. Donc, c'est plus de ça qu'on veut parler que d'un objectif financier. Tout à votre honneur. Merci. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon succès, le plus de dons possible pour la Matapédia, en fait. Oui. On risque de se recroiser dans la Matapédia, probablement. Pour des activités où ça nous fera plaisir que la TVC soit là. Bien, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous connaissez l'organisme Les Grands Amis de la Vallée? On rencontre Valérie Gagné, la directrice, qui nous explique quelle est sa mission et surtout comment faire pour aider les jeunes de la Matapédia.
Parle-nous un peu des Grands Amis. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas reçu à la télévision communautaire. Comment ça va, ton organisme? Bien, ça va très bien. Les Grands Amis, on est vraiment sur une belle lancée, là, je te dirais, depuis les dernières années. Bien, évidemment, pour les gens qui ne connaissent pas les Grands Amis, on est un organisme qui vient en aide aux jeunes de 5 à 17 ans de la Matapédia. Des jeunes qui vivent là, des difficultés d'adaptation sociale, de l'isolement social. Donc, on a évidemment notre programme de base qui est le parrainage civique, donc un adulte qui jumelle de façon individuelle un jeune. Ils se créent une relation d'amitié ensemble. Fait que parrainage civique, on est rendu à 4 jumelages effectifs là, depuis l'an dernier. Donc, les bénévoles qui partent avec le jeune pour faire les activités, puis c'est vraiment beau à voir l'évolution de leur relation d'amitié. Évidemment, ben, on a des besoins criants, des jeunes qui sont en attente là, présentement d'un bénévole. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, là, c'est un besoin ici en ce moment. Sinon, on avait aussi des jeunes on voyait là, qui avaient des difficultés, qui vivaient de l'isolement, difficultés à se faire des amis. Mais quand on leur parlait du parrainage civique, il n'y avait pas vraiment l'intérêt à être jumelés en individuel. Okay. Fait qu'on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis on s'est dit, ben allons-y dans une formule de groupe. Donc, on a créé le parrainage de groupe. Okay. C'est environ une dizaine de jeunes qu'on réunit une fois ou 2 semaines ici dans nos locaux pour les jeunes de la région d'Amqui. Et accompagnés de bénévoles, on travaille avec eux justement les habiletés sociales et tout ça par l'entremise d'activités. Ça peut être activités scientifiques, activités de cuisine. Donc, on commence dès demain, premier atelier de groupe, le mercredi. La semaine prochaine, ça va être le mardi, donc on y va en alternance. Et on a aussi développé un groupe à Sébec pour les jeunes du secteur de l'Ouest qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, eux, ça va être une fois par mois. Fait que si là aussi, il y a des gens qui ont le goût de s'impliquer, c'est moins exigeant que de partir toute seule avec un jeune. Des fois, les gens disent « Ah, je ne sais pas quoi faire. » Puis, fait que là, c'est vraiment nous qui organisons les activités. Les bénévoles sont là en soutien, là, peuvent animer s'ils le souhaitent. Sinon, ils aident l'équipe de travail. Puis, c'est quoi le profil des bénévoles, en fait, de l'adulte accompagnateur? Quel genre de personnes vous cherchez? Ben, écoute, ce qui est le fun, c'est qu'on demande 18 ans et plus. Voilà. Puis ils ont le goût de partager leur vécu. Des fois, les gens, ils disent « Ah, ben j'ai rien à apporter aux jeunes. » Mais les jeunes, là, tout ce qu'ils ont de besoin, c'est de sentir qu'on s'intéresse à eux puis qu'on a le goût de partager quelque chose avec eux. Fait que je te dirais, on n'a pas un profil clair. On a des jeunes travailleurs, présentement, qui parrainent des jeunes. On a des gens plus âgés. On a des personnes à la retraite aussi qui s'impliquent, qui ont plus de disponibilité. Mais je vous dirais qu'au niveau de la disponibilité, on s'adapte. Si vous êtes disponible une fois par mois, ben c'est déjà une fois par mois de plus pour le jeune. Fait qu'on n'a pas d'attente là, une fois par semaine. Fait que c'est vraiment selon la réalité des gens aussi. Ça peut être quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai déjà des enfants. Est-ce que je peux en parrainer un autre? Bien, on va regarder. Des fois, il y a des jeunes qui vivent seuls avec leurs parents. Fait que oui, des intégrer à l'intérieur d'une formule plus familiale, ça peut être quelque chose d'intéressant. Fait qu'on est assez flexible, là. Fait qu'hésitez pas, appelez-nous, puis on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire, puis est-ce qu'on peut vous jumeler avec un ou des jeunes. Appelez-nous! À quel numéro ils peuvent vous appeler? 418-629-2799. Sinon, on a aussi site Internet, tout est super bien fait. Si vous avez des questions, c'est-tu fait pour moi, ce genre de bénévolat? Il y a une section vraiment là, pour les gens qui veulent être bénévoles, donc www.grandsamis avec des S de la vallée.com, tout ensemble. Super, fait qu'il y a une foule d'informations là-dessus. Les Grands Amis, ça se finance comment, en fait? Je sais qu'il y a Centraide qui est impliqué avec vous. Bien, effectivement, on reçoit une part de financement là, de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux. On a aussi Centraide depuis plusieurs années qui contribue à notre cause. Fait que c'est un de nos principaux bailleurs de fonds. OK. Puis, j'ai entendu par les branches qu'il y avait une activité qui s'était passée via Centraide cet été. Puis, il y a des jeunes qui sont vos usagers, en fait, des jeunes grands amis, des petits grands amis, qui ont participé à cette activité-là au domaine Valga. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi? On trouve ça vraiment génial comme nouvelle façon de faire, en fait. Oui, bien en fait, vous savez, là, pour ceux qui ne savent pas, la campagne Centraide officielle là, vient tout juste d'être lancée. Mais oui, au domaine Valga, il y a la FTQ, en collaboration avec Centraide, qui, à la mi-septembre, ont organisé une espèce de défi. Donc, les gens pouvaient s'inscrire en équipe pour aller faire les parcours. Puis cet événement-là permettait de ramasser des fonds pour Centraide. Donc, c'est le fun, ça sort de ce qu'on connaît. Oui. Mais il avait aussi dit, ça serait le fun d'avoir aussi des gens
qui reçoivent des organismes financés par Centraide. Donc, quand Centraide m'ont approché pour dire « Hey Valérie, ça serait le fun qu'il y ait des jeunes, des grands amis de la vallée qui puissent vivre ça. » Donc, on a fait des contacts auprès de nos familles, puis on a 2 familles qui se sont rendues au domaine Valga lors de cette journée-là, puis ils ont fait le parcours là, de façon amicale, mais puis les retours qu'on a eus, c'est ils ont eu une excellente journée. Ils nous ont envoyé les photos, ils ont vraiment trippé. Là. Fait que bravo à la FTQ avec le domaine Valga là, d'avoir pensé à une idée aussi originale pour financer la cause de Centraide. Bien, c'est bien ça, ça a des retombées dans la Matapédia. En plus, on est content qu'il y ait des jeunes qui ont bénéficié d'une sortie spéciale, là, disons-le. Sortie spéciale, on va revenir à tes bénévoles, en fait. Quel genre d'activité, mettons, moi, là, je décide que je parraine un jeune, je fais quoi avec ce jeune-là? Je vais au domaine Valga? Mais en fait, il n'y a pas de limite. C'est vraiment selon l'intérêt du bénévole, mais aussi l'intérêt du jeune. Donc, c'est de façon commune qu'ils vont choisir. Souvent, lorsqu'on démarre un jumelage, on va dire aux bénévoles d'essayer d'y aller avec des activités plus de type gratuite pour éviter ce qu'on appelle le marchandage d'amitié. « Ah, mon grand ami est bien plus hot que maman, on fait telle et telle activité. » Mais sinon, non, il n'y a pas de limite. Ça peut être le cinéma, ça peut être aller cueillir des citrouilles. C'est vraiment très, très large comme possibilité. Là. OK. Bien, merci Valérie d'avoir mis en lumière tes besoins de bénévoles. Donc, on invite les gens à vous contacter si vous avez du temps à donner. La jeunesse est remplie de belles choses à partager. Puis vous aussi, en fait, les auditeurs, là, ils ont sûrement plein de savoirs à partager. C'est bien intéressant de mailler les deux ensemble. Fait qu'on vous souhaite bon succès pour retrouver de nouveaux bénévoles, on l'espère. Bonne saison 2018-2019. Et bonne saison de recueillage, de cueillette, je vais le dire comme il faut. Bonne cueillette de financement avec Centraide. Oui, effectivement, là, on va... les grands amis, on s'implique dans la campagne. Oui. On peut déjà vous annoncer, nous, on va faire de l'emballage au Maxi en décembre. Donc, vous allez nous voir là avec l'effigie de Centraide. Donc, ça va être... tous les profits vont être remis à la cause de Centraide. Parfait. Donc, soyez généreux. Oui, voilà. Merci, Valérie. Merci. Bonne fête de journée. Merci. On rencontre Sophie Champagne et Caroline Guimond de la CDC de la Matapédia qui nous informent sur les activités qui se dérouleront dans le milieu communautaire en octobre. Il se passe plein d'affaires en octobre dans le monde communautaire, dont une journée très spéciale, la journée du refus de la misère. Pouvez-vous nous en dire davantage? Peut-être que j'ai pas dit le titre comme il faut, hein? Non, c'est la Journée mondiale de l'élimination de la pauvreté. Exactement. Fait que je vais plus vous laisser Caroline, parce que c'est Caroline qui s'occupe de ce beau comité-là. Fait qu'elle va tout vous mettre en action ce qui s'en vient. Ben oui, Caroline! Donc, c'est toi qui es en charge d'organiser cette édition-ci de cette journée spéciale. Parle-nous-en. Oui, c'est moi, mais je ne suis pas toute seule. Il y a un comité avec nous. Il y a la Friperie de la Rivière, Rayon de partage, Tremplin Travail, la Maison des jeunes de Sébec, la Maison des familles et Moisson Vallée. Okay. On organise une soupe populaire avec Moisson qui la fait tout le temps. Oui. Il va y avoir des gens de la région, des travailleurs, comment je dirais? Dire ça comme il faut, des gens d'affaires de la région qui vont venir servir la soupe aux tables dans le but de les sensibiliser à la misère. Okay. C'est ce qu'on a organisé pour cette année. Donc, ça fait quelques années, en fait, que vous apportez des gens d'affaires dans le communautaire, en fait, pour les sensibiliser avec ça, hein? Oui, c'est la 2e année qu'on fait ça sous cette formule-là. Parfait. Puis, dans le fond, est-ce que les gens doivent s'inscrire avant pour venir ici, participer à la soupe? Comment ça se passe, en fait? Non, ils n'ont pas du tout besoin de s'inscrire. Ils viennent manger la soupe comme ils viennent à tous les mardis. OK. Puis, ils vont avoir le service aux tables cette année. Ah, bien parfait! Donc, on espère avoir plein de gens. Nous, on sera là, en fait, pour voir comment ça se passe, cette soupe populaire du... rappelle-moi comment ça s'appelle, Sophie? La Journée mondiale du refus de la misère. À la Journée mondiale du refus de la misère. Donc, par la suite, en octobre, il y a un mouvement communautaire québécois, Sophie, qui est la semaine... L'Action communautaire autonome. Oui! Cette année, ça se déroule du 22 au 28 octobre. C'est sûr qu'on reçoit toujours à la dernière minute les grands titres et ainsi de suite. Cette année, le grand titre, c'est « Nos luttes, nos victoires ». Fait que dans le fond, ce qu'on va demander aux organismes communautaires qui sont d'Action communautaire autonome, parce que c'est pas tous les organismes qui sont d'Action communautaire autonome, on va leur demander d'apposer l'affiche dans leur vitrine. Fait que donc, pour les Matapédiens, si vous voyez cette affiche-là, vous pouvez vous dire qu'ils sont des organismes d'Action communautaire autonome qui répondent aux 8 critères.
Est-ce que tu peux nous les dire, les 8 critères, ou nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire être un organisme communautaire d'action autonome? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, il faut être enraciné par dans notre milieu. Il faut être conçu aussi par le milieu. On veut dire aussi qu'on est autonome dans nos décisions, dans nos missions. Fait que c'est vraiment l'autonomie des organismes communautaires. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, l'action communautaire autonome. OK. Des exemples d'organismes matapédiens qui sont des actions communautaires autonomes? Bien, il y a Moisson-Vallée, il y a Rayon de partage, Centre Éclosion, les maisons de jeunes, ils sont là aussi. Okay. On a la friperie de la Rivière, il y a la ressourcerie, le Centre Femmes, il y en a plein. OK. Donc, faut surveiller. Tu l'as, l'affiche, je pense, avec toi, hein, dans les... Donc, on surveille cette affiche-là. Les organismes communautaires sont invités à afficher ça, puis la population va nous reconnaître, en fait. C'est ça. C'est en plein ça. Ils vont nous reconnaître. Fait que c'est sûr que pour monsieur et madame tout le monde, c'est compliqué à comprendre qu'est-ce que l'action communautaire autonome. Mais par contre, si on se dit justement, c'est des organisations qui sont issues par le milieu, donc ça veut dire que c'est le milieu qui a vraiment décidé qu'il y avait besoin d'une organisation communautaire comme celle-là sur leur territoire, bien, c'est clair, c'est d'emblée que c'est un organisme d'action communautaire autonome. Donc, on vous invite, la population, en fait, si vous voyez cette affiche-là, à aller donner une bonne tape dans le dos aux gens qui travaillent dans cet organisme-là. C'est de la reconnaissance, c'est la semaine parfaite pour le faire. Profitez-en pour les remercier d'être là, puis de soutenir la Matapédia, les Matapédiens. Effectivement, parce que c'est des gens de cœur, c'est des gens qui donnent beaucoup de leur temps. Nos heures, on les compte pas, puis c'est ça, je pense qu'ils font un excellent travail, puis sont très essentiels sur notre territoire matapédien. Parfait. Bien, merci beaucoup, les filles. On va se revoir éventuellement pour d'autres projets. Est-ce qu'il y avait autre chose, Sophie, à nous parler? Bien, j'aurais peut-être aimé, vu qu'on vient de sortir des élections, j'aurais aimé parler un peu du nouveau gouvernement qui est la CAQ. C'est sûr qu'on a eu des belles promesses de fait avec le gouvernement Couillard concernant plusieurs millions accordés pour les organismes communautaires. C'est encore sur le branlant. Oui, il y a beaucoup d'organisations qui ont eu des lettres de confirmation, mais on a une belle petite ligne en bas qui dit si le gouvernement actuel accepte et si les sous ils sont là. Okay. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on va avoir une grosse année pour vraiment se faire reconnaître, de continuer pour pas passer en dessous de la couverte encore une fois parce qu'on a l'importance, on est là. Le gouvernement se désengage, point de vue les centres hospitaliers et ainsi de suite. Ouais. Fait que tout est nous garoché dans nos cours, mais on n'a pas plus de financement. Fait que va falloir cette année être encore plus rigoureux que les autres années pour se faire entendre. Encore une fois, je vais inviter la population à soutenir les organismes communautaires pour montrer votre appui. Quoi de mieux que devenir membre d'un organisme, en fait, pour montrer votre soutien à cet organisme-là. Tous les organismes de la Matapédia ont besoin de membres. Ça coûte des fois rien, des fois 10 piastres, des fois 5 piastres. Puis vous soutenez votre organisme. Plus on a de membres, plus on est pesant aux yeux du gouvernement. Donc, encore une fois, soutenez les organismes communautaires. Effectivement, puis c'est très, très important d'être soutenu. Puis c'est pas juste pour les membres utilisateurs de nos services, hein, c'est pour tout le monde. Puis, tu sais, quand on dit on travaille beaucoup pour les gens démunis, mais on peut être démunis dans n'importe quoi. Là. C'est pas juste démunis monétairement, on peut être démunis... J'en ai pas de mots pour l'expliquer parce que c'est dans n'importe quoi. Fait que soutenez-nous, puis on va être... agréablement content. Ben vive le communautaire, j'ai envie de finir de même. Oui, vive le communautaire. Ben, merci beaucoup les filles, puis on va se revoir éventuellement sans aucun doute. Je vous souhaite bonne continuité et à la prochaine. Merci. Comme nous étions à la Maison des familles pour rencontrer Chantal Doucet, nous en avons profité pour interroger Louise Bernier à propos d'un salon pour les proches aidants qui aura lieu en novembre. Louise, il va y avoir un événement pour les proches aidants qui s'en vient prochainement. Dis-moi, qu'est-ce que c'est au juste? Bonjour. Dans le premier temps, nous allons faire un deuxième salon des proches aidants et des aînés. Ce salon-là est sous le thème de le bonheur de vieillir. Et on a des présidents d'honneur, 2, ça fait que co-président d'honneur, qui est Mme Caroline Damour et M. Louis Doyon de la pharmacie Brunet. Le salon va se tenir le 10 et 11 novembre avec une possibilité d'extension, mais avant, qui serait peut-être le 9 en soirée. Et c'est cause qu'on a quelques conférences qui s'ajoutent
et qui ne peuvent pas être faites durant le jour. Donc, ça se pourrait que ce soit le 9 au soir que ça se ferait. Et l'horaire des conférences, est-ce qu'on peut la trouver quelque part? Elle va être, vous allez pouvoir la retrouver sur le site Facebook de la Maison des familles. Elle n'est pas encore à jour, sauf qu'on va la préparer et la mettre dans les prochains jours qui vont venir, parce qu'on connaît quand même l'horaire des ateliers ou des conférenciers. Tout à l'heure, j'ai parlé que le salon était le 10 et 11 novembre, mais il va y avoir une soirée supplémentaire le 9 novembre qui reste à confirmer aussi. Et ça s'adresse à tous les proches aidants. Comment on définit les proches aidants qui peuvent assister à ces conférences? Proches aidants, en fin de compte, ce sont tous les gens qui aident leurs proches, ou ça peut être une voisine ou une amie, mais ça peut être aussi la conjointe ou le conjoint qui aide son amoureuse, dans le fond. Et ces gens-là ont de la misère à se reconnaître, mais ce sont tous des proches aidants ou des aidants naturels. Et c'est ces gens-là qui sont invités à venir parce qu'il va y avoir des services peut-être qu'ils ne connaissent pas ou qui auraient de l'information à demander. Et auprès d'une vingtaine d'exposants, je pense qu'ils vont pouvoir trouver des réponses. Et juste de se rassembler entre eux aussi, entre eux et elles, ça peut vraiment les aider, je crois. Si je me fie à mon expérience, quand on va en colloque, on apprend beaucoup dans les corridors. Ça, c'est vrai. Puis je crois que les proches aidants, entre eux, vont pouvoir échanger aussi beaucoup. Ça leur donne une chance, justement, de verbaliser ce qu'ils vivent ou d'aller chercher des trucs ou même les services qu'ils ne pensaient pas avoir en région. Et il y a 2 ressources qui travaillent ici. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, on a la ressource qui travaille auprès des aînés, qui est Jeannie Michaud. Et aussi, celle qui est plus connue, qui travaille auprès des proches aidants, qui est Gemma Gagnon. Ces 2 personnes-là s'affairent activement à la préparation du salon des proches aidants. Alors, vous allez probablement les rencontrer ou communiquer avec eux autres ou les voir lors du salon. Alors, ce sont ces 2 personnes-là. Donc, si on veut avoir plus d'informations, bien, on peut appeler ici et demander ces 2 personnes-là ou encore toi. Oui, les responsables en tant que tels, c'est Mme Gagnon et Mme Michaud. Sauf que s'ils ne sont pas là, moi, je peux répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Je voulais vous parler un peu des conférenciers qu'on va avoir. On va avoir Samiam. Samiam, il est quand même bien connu. Son expérience, il va nous faire prendre conscience de son expérience, lui, de jeune proche aidant. Parce que même si on est jeune, on peut être proche aidant. Alors, à 13h30, le samedi, ça va être Marie-Christine Pinel qui va parler de la sexualité des aînés. Parce que les aînés, ils ont une sexualité, eux autres aussi, mais c'est un peu tabou. Et on veut dédramatiser les choses. Parce que c'est pas un drame, là, en fin de compte. Et aussi, Serge Yvan Bourque, le moment cocasse qui peut faire partie de la vie d'un proche aidant. Serge Yvan qui s'occupe de faire les spectacles d'humour dans les microbrasseries ou ces choses-là. Donc, on devrait avoir du plaisir avec Serge Yvan. Et le dimanche, on a Michel Germain qui va venir nous parler de son deuil. Vivre avec le deuil. Puis Pierre-Paul Leroy, lui, il va parler du deuil blanc et du deuil noir. Ça pique la curiosité. Alors, est-ce qu'on doit s'inscrire longtemps d'avance pour pouvoir assister à ces conférences? Non, nous, on ne demande pas d'être des inscriptions parce qu'on va être dans l'activité même. Alors, les gens qui sont au salon, qui veulent venir aux conférences, c'est libre à eux. Et tout est gratuit. Même l'entrée, il n'y a aucun frais pour entrer au salon des proches aidants. Puis, au contraire, on aimerait bien que les gens viennent voir et viennent s'informer également, puis avoir un peu de plaisir aussi, puis changer un peu là, de contexte, même si on reste dans le contexte du salon des proches aidants, mais des fois, ça fait du bien de sortir. Puis même, s'il est avec la personne qui est aidée, bien, à ce moment-là, on trouvera un moyen de s'en occuper pour laisser la liberté à la dame ou au monsieur, au proche aidant, d'aller chercher l'information qu'il veut. Wow, une belle opportunité. Alors, l'invitation est lancée. On rappelle les dates. 10 et 11 novembre pour les exposants. Et pour les conférences, ça serait le 9 novembre en soirée.
et dans les journées du 10 et 11 novembre également. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Eh oui, Noël s'en vient bientôt et nous sommes au Centre chrétien d'Amqui pour vous présenter un super projet pour les enfants en milieu défavorisé, Opération Enfant Noël. Merci, oui. Donc, ce matin, on est ici avec vous, Centre chrétien d'Amqui, pour nous présenter un super projet de boîte de Noël pour des jeunes en milieu défavorisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi ce concept-là? Oui, certainement. Je vais dire les grandes lignes parce que j'ai un soutien assez remarquable depuis quelques années concernant les boîtes Opération Enfant Noël qui consistent à toucher des enfants outre-mer dans des pays défavorisés où est-ce que nous, on peut remplir une boîte cadeau avec un format, là, puis mettre des cadeaux que tantôt Laurence et Marie-France vous préciseront. Oui. Et ces boîtes-là changent des vies parce que c'est des enfants qui n'ont jamais reçu de cadeaux de Noël, tu sais. Puis on veut, nous, au Centre chrétien, on s'est donné ce mandat-là de pouvoir sensibiliser notre population ici dans Matapédia pour aider des enfants. Et pour cela, c'est ça, on croit que ces boîtes-là peuvent aider un enfant dans la vie, puis en recevant un message d'espoir de l'Évangile à ceux qui veulent l'entendre. Puis ces boîtes cadeaux-là nous vraiment communiquent l'amour de Dieu autour d'eux, puis de par les vidéos que vous allez voir dans la publicité, vous verrez bien la joie qu'un enfant a quand il découvre un cadeau comme celui-là. Et vraiment, nous, on veut que Noël ait un véritable sens, c'est-à-dire de donner justement à un enfant qui peut pas nous rendre l'appareil. Tu sais. Ouais. Puis pour ça, je remercie beaucoup l'appui qu'on a. C'est un volet, nous, au Centre chrétien, de la mission, parce qu'on a des missions outre-mer, missions à travers le pays aussi. Okay. Mais en ayant l'appui de Laurence et Marie-France, ça m'aide à pouvoir étendre mes horizons un petit peu là, pour préciser. Et l'année passée, je veux vraiment remercier la population parce que la population a répondu très, très favorablement. On est installé dans le hall du Dolorama. Oui. Puis on a pu ramasser dans la région 120 boîtes cadeaux et on les a envoyées. Et il y a des dates limites pour les boîtes cadeaux. Oui. Et les dates limites sont le 11 novembre cette année. Et pour que toutes les boîtes soient arrivées, puis que nous, on les envoie aussi à l'endroit désiré dans la région. Ça fait que moi, je peux vous dire que l'appel est lancé à la population, oui. Puis on est content que ça puisse encore cette année bénir des enfants. Tout à fait. J'ai une question pour vous, M. Lavallée. Est-ce qu'il faut être membre de votre communauté pour pouvoir offrir une boîte à ces enfants-là? Non, pas du tout. Les gens sont vraiment libres de pouvoir s'approprier une boîte. Et même, ça peut être une boîte souliée de format semblable à la boîte qu'on envoie, là, mais 1 pouce de différence de longueur ou de largeur. Là, et ça peut faire là, une boîte. Pas que ce soit une boîte, là, tu sais. Puis les gens peuvent y mettre ce qu'ils veulent. Mais Laurence va vous expliquer plus en détail les détails de cette promotion-là, cette aventure-là qu'on est dedans aujourd'hui. Là. Donc, est-ce que ça fait longtemps que la communauté d'Amqui offre l'opération Enfant Noël dans la vallée? Ça fait la 5e année. Okay. Disons que ça fait peut-être 3 ans là, qu'on va plus vers les gens, la population. On voulait comme un petit peu là, savoir comment les choses se déroulent à l'international aussi. Et la communication de la bourse du Bon Samaritain. Et là, maintenant, on a le vent dans les voiles. Oui. Là. Et ça va bien, vraiment bien. Là, puis on est content de cette belle expérience-là de pouvoir toucher des enfants. Bien, merci. On va aller avec Laurence et Marie-France qui vont nous présenter la boîte. Merci, Émilie. En ce moment, dans de nombreux endroits dans le monde, il y a des enfants qui se sentent oubliés et seuls. Ils n'ont ni maison, ni amis et sont privés d'espoir. Mais que se passe-t-il quand l'amour se manifeste sous la forme d'un simple cadeau? Lorsque vous préparez une boîte cadeau avec Opération Enfant de Noël, vous offrez bien plus qu'un cadeau. Vous permettez à un enfant de trouver un ami, de ressentir l'amour de Jésus-Christ et de découvrir son propre potentiel. Dans
Dans les mains d'un enfant, ce petit cadeau est promis à un bel avenir. Là, vous êtes ici pour nous présenter plus en détail le projet Enfant Noël, la boîte, comment ça fonctionne. Oui. Moi, ça fait 2 ans que je me suis impliquée avec la population. Oui. On le faisait avant tout ici à l'Église. Et ça m'intéressait de participer et j'ai osé le faire. Et je suis très satisfaite de ce que je vis. Et je suis très heureuse que la population nous appuie énormément. Et je sais que ça fait beaucoup plaisir aussi à des enfants lorsqu'ils vont recevoir cette boîte. Oui. Et cette année, mon amie Marie-France, elle a embarqué dans le projet. Ça fait que ça fait un plus. Ben oui. Et ça nous fait plaisir de vous présenter les enfants parce que ça peut aller de 2 ans à 14 ans. OK. C'est vous qui choisissez l'enfant. OK. Et vous leur offrez ce que, selon c'est une fille ou un garçon. OK. Donc, on choisit le sexe et l'âge. Oui, c'est en plein ça. Parfait. Et nous, on peut vous donner des suggestions. Parce que c'est sûr que, vous savez, c'est dans des pays démunis qu'on va plus toucher. Et les articles scolaires, c'est beaucoup demandé. Oui. Parce qu'on a eu Angela qui nous en a parlé, qu'elle a reçu. Puis elle était bien contente parce que ses parents ne pouvaient pas y en payer. Et de plus, elle avait eu même une petite lumière, un petit flashlight, puis elle n'avait pas d'électricité dans sa maison. Ça fait que c'est des choses qu'il faut penser qu'ils ont besoin aussi. Mais de rajouter une petite touche personnelle, un petit toutou, une petite poupée, quelque chose là, qui va vraiment là, les toucher. Oui, donc, Marie-France, vous avez une boîte Oui. dans les mains. Juste peut-être montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, on a un petit toutou, une petite Ben oui. brebis, qu'on peut dire. Ben oui. Très, très jolie. Oui. Et on a une règle Oui. qu'on peut offrir. Il y a des crayons de couleur. Ça, c'est des crayons, oui. Oui, Des crayons de couleur, des craies. Il y a stylos. OK. Des effaces de différentes effaces OK. ici. Aussi, crayons. Des crayons de bois, oui. Oui. Une flashlight. Une flashlight. Une lumière de poche. Oui, oui, en français. En français. Et peut-être un petit bracelet ou un petit collier, quelque chose. OK. On voit que c'est une boîte pour filles. Pour filles. Ouais. Ça, c'est pour filles. OK. Oui, exact. C'est pour filles. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est la boîte que vous nous remettez quand moi, exemple, je dis oui, je veux participer à Opération Enfant Noël. Donc, vous me remettez une boîte comme ça. Pouvez-vous m'expliquer un peu le fonctionnement? Là, je pars avec ma boîte, je fais quoi avec ça? Oui. Bien là, on vous dit que ça coûte 10 premièrement. Oui. Faut vraiment le dire, hein? Parce que aujourd'hui, l'argent est un petit peu plus difficile. Fait que faut vraiment être équilibré. Fait que c'est 10 et on leur dit le principe, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans la boîte. Et pas que ça soit non plus trop pesant. OK. Pas trop lourd parce que les frais peuvent augmenter. Et aussi, ce que je voulais dire, là, j'ai perdu mon fil, je m'excuse. Pas de problème. C'est ça, ça prend 10 pour... Dans le fond, le 10 c'est pour payer l'envoi postal de la boîte. OK. Oui, c'est ça. Puis nous, on remplit avec des objets qu'on veut. Il n'y a pas de... on n'est pas obligé, vous nous obligez pas à dire, il faut que ce que vous mettiez dans la boîte, ça coûte 25 exemple. C'est à notre discrétion ce qu'on met dans la boîte. Oui, c'est en plein ça, madame. Puis en plus, ce que je voulais dire, c'est que quand on vise la population, eux autres, des fois, ils nous donnent des sous aussi. Là. Oui. Alors, c'est moi, avec mon équipe, qui font les boîtes. OK, OK. Oui, avec. Et puis il y en a qui nous donnent aussi des petits cadeaux et on donne aussi l'opportunité de faire ça. OK. Fait que les gens, des fois, ils ont mieux nous donner quelques sous, puis qu'on fait les boîtes. OK. Puis c'est bien planifié, puis c'est bien protégé. Leur argent est bien mis à la bonne place. Il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude à ce sujet-là. C'est très important. Oui. Donc, l'année passée, vous aviez vendu, récolté des dons pour 120 boîtes. Oui. L'objectif 2018? C'est 200. 200 boîtes. 200 boîtes. On a 200 boîtes. On a commandé 200. Ça fait que c'est ça qu'on vise, mais on va laisser ça dans la main, ce que Dieu veut pour nous. Oui. C'est ça. Donc, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur le fonctionnement de la boîte? Il y a peut-être les étiquettes. Oui, c'est vrai. Oui, on peut les montrer. On peut montrer. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, il y a aussi, on remet un petit pamphlet à celui qui prend une boîte, parce que c'est important aussi de prier aussi. La prière est importante.
Puis prier pour l'enfant, mais prier aussi pour tous les bénévoles. Oui. Parce que ça demande beaucoup aussi. C'est des bénévoles, pas juste seulement ici à Amqui. Il y en a dans toutes les régions et internationaux, ça va loin. Oui. Et il y a même un poste qui rejoint aussi toutes les boîtes. Puis il faut que ça soit encore vérifié. Parce qu'on ne veut pas mettre des choses qui peuvent briser un enfant. Ça prend des bons jouets. Rien qui peut déplaire à l'enfant et éviter aussi des choses de guerre. Ils ont leur voyage de ça, je crois. Ça fait qu'on va leur donner la paix, nous autres. Fait que c'est bien. Fait que c'est à peu près ça, là. Puis en général, là, c'est de m'appeler, de communiquer avec moi, peu importe. C'est à téléphone on vous rejoint? Le 418-330-0123, Laurence Pelletier. Parfait. Vous avez parlé tantôt que, en fait, c'est Denis qui a parlé tantôt de faire des points de vente au Dollarama. Est-ce que cette année, vous allez refaire des points de vente? Oui, avec plaisir. Encore une fois, chez Dollarama encore. On va être là à partir du mois d'octobre, du 16 octobre, le mardi, les jeudis, et les vendredis en après-midi et le soir du jeudi et vendredi aussi. Avec mon équipe, on va être là pour accueillir et offrir ce projet pour Opération Enfant Noël. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite 200 boîtes et plus encore. Puis on se reverra probablement avant que les boîtes quittent Amqui pour voir combien on a réussi à en récolter. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi aussi de ce privilège qu'on a de passer à la TV. Oui, c'est ça. Merci. Nous sommes présentement à la Société d'exploitation des ressources de la vallée pour rencontrer Esther Carrier-Bédard qui nous parle du problème de recrutement en forêt. Esther, tu es directrice des ressources humaines ici à la Serve. Ça n'a pas été facile d'aller chercher du personnel pour faire le reboisement cet été. Comment vous avez fonctionné finalement? Bien, dans le fond, nous, cette année, puis il y a environ 3 ans, on a amorcé un programme qui favorise le travail étudiant. C'est-à-dire que, dans le fond, les gens, après le cégep ou après le secondaire, ils s'en viennent faire le reboisement durant l'été. Et puis, il y a un programme de formation sur place. Donc, ils n'ont pas besoin d'expérience. Ils viennent ici et puis, on a un contremaître formateur qui supervise les travaux et les forme vraiment sur le terrain. Il prend le temps de leur expliquer les normes de qualité en forêt et tout le niveau santé et sécurité, comment bien reboiser de manière sécuritaire pour ne pas se blesser. Puis, dans le fond, on a un programme qui permet d'assurer un salaire garanti pour ces nouveaux reboiseurs-là, qui s'appelle MFOR. Et puis, les premières semaines, ils ont un salaire garanti. C'est un programme d'environ 4 semaines. Donc, ils n'ont pas à se casser la tête sur la productivité. Ils se concentrent sur la formation, la qualité, etc. Ils prennent le temps de bien apprendre le métier. Puis, par la suite, graduellement, ils gagnent en productivité. Donc là, ce programme-là permet ça et permet aussi le prêt d'équipement. Donc, dans le fond, eux, on leur prête pelle et harnais, puis il y a la possibilité également d'avoir un transport collectif. Donc, plutôt que d'utiliser leur voiture personnelle pour se rendre en forêt, les contremaîtres, il y a un point de ralliement à Amqui, et puis les étudiants se rejoignent là le matin et repartent avec le contremaître qui chauffe le minibus le soir à la maison. Donc, ce qui fait en sorte que ça favorise vraiment tous les aspects qui limitent les possibilités pour les étudiants de se rendre en forêt ou d'avoir peur du travail à forfait, parce qu'on a tout ce programme-là qui nous permet d'effectuer cette formation-là graduellement. Et les débroussailleurs, est-ce que c'est aussi la même chose avec le programme MFOR? C'est la même chose. Pour les débroussailleurs, c'est sûr que le temps de production est un peu plus tard. Donc, c'est certain
Pour les étudiants, c'est un peu plus difficile parce qu'avec le retour aux études, ça finit avec la fin du reboisement. Donc, il nous faut des travailleurs réguliers, c'est-à-dire qui reviennent d'année en année, puis qui veulent faire de leur métier le débroussaillage. Ils peuvent combiner également le reboisement. On a des reboiseurs débroussailleurs qui font les deux durant la saison. Mais c'est certain qu'au niveau étudiant, c'est moins la clé pour le débroussaillage. Puis aussi, la période de formation est un petit peu plus longue. On a le même programme, MFOR, qui, si les gens disent, bon, je m'en viens en forêt, je veux apprendre le métier de débroussailleur, on a une formation de compagnon. C'est le même principe, mais un petit peu plus long. Le programme MFOR est plus long et permet également le financement des équipements pour la première année. Donc, c'est très intéressant pour quelqu'un qui veut essayer le métier sans avoir peur d'effrayer trop de coûts là, la première année. C'est vraiment des belles conditions quand même. Si on regarde ça, on travaille dehors. C'est sûr que parfois, il peut faire chaud un peu comme cet été. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce métier-là, c'est vraiment difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre? Bien, c'est certain que je crois que le travail à forfait fait un peu peur. Les salaires sont très intéressants. Une fois que, comme j'expliquais, qu'on gagne en productivité, on fait des très, très bons salaires. Les étudiants reviennent d'année en année parce qu'ils ne peuvent pas gagner ces mêmes salaires-là avec un salaire minimum là, dans d'autres corps d'emploi pendant l'été. Donc, c'est certain que c'est très payant. Débroussaillage également. Si je me fie aux 2 dernières années, les gens ont du très beau terrain. Donc, il y a moyen de faire des bons salaires. C'est certain que le contexte saisonnier est un peu plus inquiétant. Il y a toujours possibilité de combiner 2 emplois. Parce qu'on sait que c'est un emploi saisonnier. Donc, on commence dans les environs du début, mi-mai pour le reboisement jusqu'à début août. Pour le débroussaillage, c'est environ début juin, fin mai, jusqu'à fin septembre, mi-octobre. Ça dépend d'année en année. Mais il y a moyen de se qualifier pour l'assurance-emploi. Les gens ont assez d'heures. On a l'avantage d'être considérés dans la région Gaspésie au niveau de l'assurance-emploi, ce qui fait en sorte que tous les gens se qualifient et il y a encore moyen de faire le tour, c'est-à-dire de ne pas vivre le trou noir là, dans la région. Et s'il y a des jeunes déjà qui entendent ça, puis ils se disent, moi, ça m'intéresserait peut-être l'an prochain. Est-ce qu'il y a encore de la place ou vous reprenez uniquement les jeunes que vous avez formés cet été? Il y a toujours de la place. On a toujours besoin de gens. C'est sûr que, étant donné le contexte, les études, on garde les étudiants peut-être 2 à 3 étés. Donc, c'est certain qu'il y a tout le temps un roulement. Donc, moi, j'invite tous les gens là, qui sont intéressés à appliquer. On a des besoins grandissants au niveau du reboisement. Donc, c'est certain qu'on va considérer toutes les candidatures qu'on va recevoir. Là. Et on va même mentionner un autre poste pour lequel vous avez de la difficulté à trouver également. Oui, dans le fond, on est toujours à la recherche d'un ingénieur forestier. Donc, si les gens s'enlignent vers le baccalauréat en aménagement de la forêt. Et puis, ça se donne à l'Université Laval ou à l'Université d'Edmundston. C'est un besoin qui est grandissant. Le taux de placement est 100%. Donc, tous les gens se qualifient et se trouvent un emploi. D'où la raison que certaines entreprises comme la nôtre est toujours à la recherche d'ingénieurs forestiers. Alors, vos coordonnées pour pouvoir donner le nom de quelqu'un ou... Oui, dans le fond, les gens peuvent appliquer sur... on a une page Facebook, donc ils peuvent voir nos offres d'emploi. Ils peuvent envoyer leur courriel à esther.c.bedard@commercialservalley.com par fax 418-778-3681 ou encore ils peuvent venir prendre rendez-vous avec moi puis avoir un entretien là, assez rapidement. Alors, merci beaucoup, puis on vous souhaite un bon recrutement. Merci beaucoup. Et
Isabelle Pinard, agente de développement, de promotion et d'attractivité à la MRC de la Matapédia, vous invite au cinéma. Regardez ce qui suit et surtout, marquez dans votre calendrier jeudi 25 octobre. Isabelle, tu as une invitation à nous faire aujourd'hui pour un film documentaire. Je te laisse nous présenter le projet. Oui, en fait, c'est le documentaire Bagage qui a été tourné tout dernièrement dans une école secondaire de Montréal où on mettait en scène, en fait, divers étudiants qui sont originaires de divers pays puis qui viennent d'arriver au Québec. Donc, on les prend vraiment au moment où ils arrivent, qu'ils commencent à s'habituer à la culture québécoise, puis on voit aussi tout leur parcours, comment ils s'intègrent, comment ils vivent aussi leur intégration, leur arrivée au Québec. C'est super intéressant. Puis moi, je pense que même si on n'est pas dans le même contexte, là, c'est clair qu'on ne vit pas comme dans une école secondaire à Montréal, je pense que tout le monde aurait intérêt à voir ce documentaire-là. Donc, un documentaire qui va être présenté, dis-nous exactement quand? Oui, en fait, on fait partie d'une grande tournée qui est organisée pour l'ensemble de l'Est du Québec. Donc, ça va commencer à partir de Rimouski, puis ça va faire l'ensemble de la Gaspésie. Et nous, on est dans la dernière date. Ça va être jeudi 25 octobre, 19h30. C'est au Cinéma Figaro. Et pour l'occasion, c'est gratuit. Oh, c'est gratuit! C'est gratuit, mais j'espère quand même que les gens vont en profiter pour encourager le cinéma en achetant des choses au comptoir alimentaire pour encourager notre cinéma local. Mais c'est vraiment un documentaire, ça dure 52 minutes. Et la particularité, c'est que ce soir-là, le réalisateur va être sur place pour répondre aux questions suite au documentaire. Donc, ça va être vraiment une belle opportunité pour en apprendre plus aussi comment ça s'est fait, comment lui a vécu ça, parce que M. Paul Thom, qui est le réalisateur, a quand même une grande expérience au niveau de la réalisation. Je viens de la Moldavie. Je viens de l'Égypte. Je viens du Brésil. Je viens de l'Iran et ça fait 1 an et demi que je suis au Québec. Racontez mon histoire! Зачем вам это? Я не говорю по-французски, вам не будет интересно. فيمكن يتوصل زندگی من برای بقیه جالب باشه که بخوام تعریف کنم. D'accord. Je vais vous raconter mon histoire. Je vais te demander de fermer les yeux puis de me dire qu'est-ce que tu imagines quand tu penses à ton pays. Je vois ma grand-maman. Ma maison, la plage, le carnaval. Je vois les voiles sur la tête des femmes. Je vois mes 4 meilleurs amis. Nous sommes ensemble. Nous allons déménager au Canada. C'était quand même un moment épouvantable. Pourquoi tu me fais ça, maman? Tu auras une meilleure vie au Canada. Ah, je suis contente de vous voir et de commencer le projet. 2 nouvelles personnes en art dramatique. Français, non. Anglais, non plus. Tout est changé. Est-ce que tu as l'impression que tu as perdu une partie de toi parce que tu es au Québec? Non. C'est la situation qui change en moi. Je reste la même. J'ai hâte d'avoir l'accent québécois. Je m'en fous, qu'est-ce que tu fais, là? C'est comme je suis née ici. Si quelqu'un dans la future me demande « Est-ce que tu es née ici? » Je pense un jour, je vais dire oui. On a les mêmes histoires. Ça me fait penser à une famille. Isabelle, toi, tu l'as vu, ce film-là. À quoi on peut s'attendre en allant au cinéma jeudi? On va s'attendre à être très touchés. Moi, c'est quelque chose qui m'a sincèrement pris au trip, comme on dit, puis pris au cœur, parce que les jeunes sont francs. Ils racontent franchement ce qu'ils vivent. C'est rempli d'émotions. Puis, je vous dirais que ça nous fait vivre aussi des situations qu'on ne pensait pas. Je pense entre autres à des images, là, un jeune qui arrive, qui ne connaît pas le français, qui doit l'apprendre. Puis on le voit, on suit là, les premières journées dans ses classes, puis on le voit totalement perdu. Puis un moment donné, même, il s'endort tellement qu'on le voit qu'il est fatigué, là, ça le fatigue. Je pense à une autre scène super touchante, puis je sais, les gens vont rire, ceux à qui j'en ai déjà parlé, mais d'une jeune fille russe qui raconte comment, elle, ça a été déchirant
Parce que c'est ça aussi la force du documentaire, c'est que ces jeunes-là n'ont pas nécessairement fait le choix eux-mêmes de venir s'installer au Canada et au Québec. C'est leurs parents qui ont pris la décision. Et ils ont fait cette décision-là pour que les enfants puissent avoir un meilleur avenir, puissent avoir une meilleure vie. Donc, dans bien des cas, les enfants, ça a été un choc, premièrement, de savoir que je pars, je quitte tout derrière moi, ma famille, mes amis, mes amitiés, mais surtout à l'adolescence, on sait ce que c'est aussi. Ouais. Et je refais ma vie dans un endroit où j'ai tout à apprendre, tout à refaire. C'est de voir à quel point, justement, c'est positif. Malgré tout, malgré la charge émotive, malgré le fait qu'on pleure, moi, j'ai pleuré. Je pleure à chaque fois que je revois le documentaire. Ça reste beau. Ouais. Ça reste vivant, puis ça reste avec un beau message. On aime ça, voir que, dans le fond, les jeunes apportent aussi un beau message là, à travers tout ça. Là. C'est vraiment touchant. Ouais. Donc, on est chanceux d'avoir le réalisateur qui va être là avec nous. Il y a une période de discussion après. Effectivement, il y a une période de discussion qui va être prévue après. Et je peux vous le dire aussi, c'est pas nécessairement une primeur, un secret, mais il y a aussi des périodes qui vont être prévues à l'école secondaire à Mont-Saint-Ange. Donc, on les remercie d'ailleurs d'ouvrir leurs portes. La journée du jeudi puis la journée du vendredi, il y a plusieurs jeunes qui vont avoir la chance d'avoir la projection avec le réalisateur. Donc, c'est pas une raison pour pas venir non plus le soir du jeudi. C'est ouvert à toute la population. Il n'y a pas nécessairement d'âge minimum, maximum. C'est sûr que ça demeure un documentaire. Là. C'est pas un dessin animé, mais c'est ouvert à tous. Donc, j'imagine que ça va finir par faire écho ici dans notre région parce qu'on s'entend que ça va devenir une réalité ici d'avoir des nouveaux arrivants d'ethnies différentes, là, de cultures différentes. C'est pour ça qu'on invite les Matapédiens, je pense, à venir s'immerger un peu puis prendre conscience de la réalité de ces gens-là qui débarquent ici. Effectivement, c'est un peu, entre autres, pour ça. Il y en a déjà des personnes d'origine immigrante qui sont installées chez nous. D'ailleurs, elles sont invitées à venir voir le documentaire puis de nous voir aussi, entendre ce qu'elles ont à en penser, ce qu'elles en pensent, d'en partager. Mais effectivement, c'est une question qu'on a entendue fréquemment aussi avec la dernière campagne politique. C'est une question qu'on entendait beaucoup, effectivement. L'immigration est une des voies pour pallier aux besoins de main-d'œuvre. Il y en a d'autres, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut du moins s'y intéresser, s'ouvrir, poser des questions. Je pense qu'il faut aller au-delà, justement, des préjugés qu'on peut avoir, puis se faire sa propre opinion. Ben merci Isabelle. Rappelle-nous le titre, quand est-ce que c'est diffusé? Vas-y, invite-nous. Donc, je vous invite au documentaire Bagages, jeudi 25 octobre, 19h30, Cinéma Figaro à Amqui. C'est ouvert à tous. Et c'est gratuit! Et c'est gratuit. Ben merci beaucoup Isabelle, on se voit au cinéma. Super, merci. C'est ce qui conclut notre Bien branché de cette semaine. Je vous rappelle que dès ce week-end, vous pouvez voir Le Petit Prince, une comédie musicale montée par l'école primaire de Valbriand, sur les ondes du Canal 4 et aussi sur notre site web. Et je vous invite ce dimanche, 12h30, à jouer au bingo. Très important pour la télévision communautaire, venez vous amuser avec nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.